mois passés en 2025, du 1er janvier. Aujourd'hui, on se retrouve le 26 décembre 2025. Nous cheminons petit à petit vers la fin de l'année et au début de l'année 2026. Nous sommes pratiquement à 5 jours de l'année 2026. La République démocratique du Congo a connu beaucoup de faits. Et cette émission est exclusivement une émission qui va parler bilan de la République démocratique du Congo dans plusieurs volets, et ça sera peut-être tous ces derniers temps jusqu'à ce que nous allons terminer le mois de janvier 2026. Nous allons revenir sur la page rétrospective de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les perspectives d'avenir pour voir l'année 2026 plus meilleure que l'année 2025. Vous comprenez déjà que nous sommes devant vous pour votre émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision, mais qui sera une émission exclusivement rétrospective parce que nous devons voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Meilleur vœu à vous qui nous suivez partout à travers la République démocratique du Congo, partout à travers le monde, que cette année 2026 qui s'annonce très bonne. Tout ce qui n'a pas marché en 2025 pour trouver des solutions en 2026. Sur ce plateau, nous laisserons pour vous un habitué. Il s'agit bel et bien de M. Dani Chamala. Il est analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons évoquer le bilan de la République démocratique du Congo de l'année 2025. C'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs qu'il faudra toucher, mais nous allons nous limiter sur la sécurité, la justice et puis la gestion du gouvernement en cette année 2025. Est-ce que les Congolais se sont retrouvés par rapport à la gestion des dirigeants de la République ou non? Avec lui, nous allons essayer de développer, et vous qui allez nous suivre, nous pensons que vous aurez les réponses à la maison, les réponses que vous méritez d'entendre. Bonjour, Maître Dani Chamala. Bonjour, mon frère Alain. Bonne année. Merci, pareillement. Comment vous vous sentez déjà? Bon, je me sens très bien. Je ne peux que profiter de votre micro pour présenter aussi le vœu le meilleur à tout le peuple congolais et à tous nos téléspectateurs. Merci. Qui vont nous suivre durant une trentaine ou une heure de temps que nous serons devant vos écrans. Et aussi, je m'intéresse beaucoup plus à nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas les abandonner. Ils savent comment nous devons toujours penser à eux de temps en temps. Et puis, je continue toujours à leur exhorter d'être fermes et de croire toujours que la paix est à notre porte, et que bientôt ils ne seront pas dans la brousse ou dans des camps de réfugiés. Ils vont rentrer dans leurs villages respectifs, dans leurs maisons. Chacun et d'autres vont reprendre leur boulot. Ceux qui étaient comme des gouverneurs vont reprendre comme des gouverneurs. Les députés provinciaux commenceront à siéger. Des conseillers communaux, effectivement, des gouverneurs, des bourgmestres, des chefs de quartier, des chefs de riz. Donc, l'administration tel que cela a été placé par le gouvernement central va reprendre ses activités dans peu de temps, et là je crois, et ils ne verront plus encore les tenues militaires diversifiées dans leurs quartiers, sur leurs avenues, dans leurs villages, dans leurs champs. Ils ne verront plus les chars en train de passer de gauche à droite, et ils ne seront pas aussi intimidés par les bombes qui vont tomber de gauche à droite, parce que la paix sera instaurée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et l'autorité de l'État congolais se fera sentir jusqu'au niveau des frontières. Donc je les souhaite le voir et le trouver dans cet état-là, parce que bientôt là, c'est la fin de toutes ces velléités de guerre. Voilà, merci beaucoup, Maître Dani. Nous avons passé pratiquement 11 mois et demi, je dirais 12 mois, parce que nous sommes à 5 jours de l'année 2026. La République démocratique du Congo a connu des tourments. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Mais sur le volet sécuritaire, à ce jour, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Nous sommes passés de Luanda à Nairobi, de Nairobi à Luanda, de Luanda à Doha, de Doha à Washington. Mais jusque-là, ce que nous cherchons, nous n'arrivons pas encore à palper du doigt, parce que nous avons vu
Le Conseil de sécurité a même trouvé une autre résolution pour traquer ces ennemis de la RDC afin qu'une paix durable règne. Sur le volet sécuritaire, cette année, qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette année 2025? Merci beaucoup, mon frère Alain. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question en disant que lorsqu'un État est attaqué par 4 armées, la République démocratique du Congo était attaquée par 4 armées du monde ou de la région. C'est-à-dire, je peux citer ici le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Kenya. Les 4 armées ont soutenu l'armée rwandaise pour que l'armée rwandaise puisse agresser la République démocratique du Congo. Et lorsque le gouvernement congolais criait à l'agression, je crois que sur le plan international, personne ne voulait entendre notre voix. Effectivement. Maintenant, par rapport à ça, il fallait faire de sorte que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue. C'est comme ça que les démarches ont commencé au niveau de la région, des Grands Lacs, de l'EAC aussi, pour que nous puissions arriver à faire entendre notre voix avant d'atteindre l'Union européenne, les États-Unis et toutes les grandes puissances du monde. Et ce qui a fait que nous avons été à Luanda pour négocier. Arrivé à Luanda, les négociations ont avancé et il est resté seulement à ce que le Rwanda et la République démocratique du Congo puissent signer le texte qui était déjà disponible. Oui. Le jour où il fallait signer le texte, Kagame, le président rwandais Paul Kagame a choisi de ne plus mettre ses pieds en Angola pour dire que s'il signait le texte, il était en train de se mettre le piège dans le cou. C'est comme ça que il y avait, au même moment qu'il y avait le pourparler à Luanda, le pourparler de Luanda, c'était entre les 2 États. Oui. Et il y avait le pourparler au niveau de Nairobi qui concernait tous les groupes armés évoluant sur les sols congolais. Et là aussi, les choses avaient évolué. Maintenant, il était question de pratiquer ce qui a été décidé là-bas. Et comme c'était des gens qui recevaient les ordres du Rwanda, ils ne pouvaient pas faire autrement que de choisir aussi de ne plus signer les textes qui étaient là-bas parce qu'ils allaient maintenant à l'encontre du choix de leur maître. C'est comme ça que le gouvernement n'a pas baissé les bras. Ils ont dit c'est une guerre nous imposée. Nous devons toujours continuer sur le plan diplomatique et en même temps sur le terrain on doit se battre. C'est comme ça que nous sommes allés jusqu'à atteindre Doha, atteindre Washington et aujourd'hui nous savons ce que nous avons récolté sur le plan diplomatique. Vous allez comprendre qu'il y a eu des textes signés, il y a eu les déclarations de principe de Doha, il y a eu aussi l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et sur ce plan, je vais vous dire tout simplement qu'il y a une victoire écrasante de la République démocratique du Congo qui a été obtenue au niveau de l'Angola, au niveau des États-Unis, à Washington, parce que vous savez qu'il y a eu même des lobbying effectués, donc composés par les anti-la République démocratique du Congo, pour que ces accords ne puissent pas avoir lieu. Et il y avait même des doutes jusqu'à la dernière minute si Paul Kagame pouvait se rendre à Washington pour signer les textes. Il y a eu même, je crois, sur les réseaux sociaux des prétextes de maladies, que non, il fallait qu'on reporte, et voilà. Au finish, on a signé quand même les textes, après avoir signé, et nous sommes venus pour voir maintenant ce que cela allait donner. Mais avant de continuer, je vous pose cette petite question. Vous avez évoqué l'armée rwandaise et plusieurs autres armées des différents pays. Mais pourquoi le Rwanda passe en avant-plan? En fait, vous savez, sur le plan militaire, lorsque vous constituez un groupe pour attaquer, vous ne pouvez pas attaquer avec plusieurs têtes à la fois. Okay. Il y a au moins une tête qui s'annonce. C'est-à-dire que toutes ces 4 armées ne s'affichent pas officiellement. Ils viennent en appui du Rwanda qui a pris le luxe de se présenter comme étant le gestionnaire de la chose. Vous comprenez? Quand ils viennent, ces militaires-là sont envoyés via le Rwanda et ils portent les tenues de l'armée rwandaise pour venir combattre sur les sols congolais. Vous comprenez?
Donc ce sont ces militaires-là qui viennent, et quand ils viennent, tous deviennent comme l'armée rwandaise. Mais lorsque nos éléments sur terrain arrivent à mettre les mains sur certains éléments, vous allez constater que d'autres se réclament des Sud-Soudanais, d'autres ce sont des Kenyans, d'autres ce sont des Ougandais. Donc on arrive maintenant à faire la différence entre l'armée rwandaise, l'armée sud-soudanaise, l'armée ougandaise et l'armée kenyenne. C'est comme ça que nous disons que la République démocratique du Congo faisait face à une guerre de 4 armées. Ce n'est pas le seul Rwanda qui pouvait faire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Immédiatement à cette guerre. La guerre, je peux affirmer ici sans embâche que la guerre a pris fin. La guerre a pris fin alors qu'on se plaint de... Oui, la guerre en République démocratique du Congo a pris fin. Ça, je suis en train de... Oui, je suis en train de l'affirmer. Au fait, mon frère, s'il faut parler de bradage de minerais, moi, la seule question que je peux poser à tous ces gens qui parlent de bradage de minerais, ça fait 30 ans qu'il y a des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 30 ans même. Qu'il y a des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Ces minéraux-là ont profité à qui? Ici en République démocratique du Congo. Au contraire, ces minéraux-là ont endeuillé les sols congolais. Et ces minéraux-là ne profitaient qu'à ceux qui parlent de bradage. Dans quel sens? Vous savez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Il fallait quand même céder une partie de nos minéraux. Ici, nous sommes, je vais venir un peu par là pour vous dire que les minéraux n'ont pas servi seulement à créer la paix en République démocratique du Congo. Comme ce sont ces minéraux qui y ont servi au Rwanda et aux puissances occidentales de faire la guerre sur le sol congolais, de continuer à piller, nous ne pouvons trouver la solution qu'avec ces minéraux-là. C'est-à-dire quoi? Voilà. Nous disons maintenant à ceux qui ont besoin de ces minéraux qu'au lieu de traiter avec le Rwanda qui n'a pas ces minéraux-là sur son sol, mais qui vient tuer les Congolais pour piller les richesses ou les minéraux et vous vendre ces minéraux du sang. Vous pouvez venir traiter directement avec nous et nous allons vous vendre ce minerai-là d'une manière légale. Vous payez les impôts, vous payez ce qu'il faut payer à la République démocratique du Congo et nous, on vous vend le minerai. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bradage de minerai, je peux tout simplement poser la question à celui qui parle du mot bradage de minerai. Par exemple, je crois, le célèbre chanteur de bradage de minerais présentement, il s'agit d'un monseigneur, c'est Mouteba, je crois, c'est Mouteba du Katanga. Je peux lui poser la question, à quoi a servi les minerais exploités par la Gécamine au Katanga? Les minerais que la Gécamine exploitait, ces minerais-là partaient où? On transformait ces minerais-là dans quel pays, dans quelle ville en République démocratique du Congo? C'était toujours vendu à l'extérieur. Tous les minéraux qu'on exploite actuellement là, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a le seul minerai exploité en République démocratique du Congo, transformé en République démocratique du Congo, en dehors des maïs et des maniocs que nous consommons. C'est quel minerai que nous sommes en train de transformer ici? Nous ne servons que de l'extraction et puis on exploite et puis on vend à l'extérieur. Mais parler aujourd'hui de bradage de minéraux, c'est comme si... Donc c'était la seule solution. La solution, c'est qu'il fallait négocier avec ceux qui achètent ce minerai pour qu'ils commencent à acheter chez nous, au lieu d'acheter au Rwanda. Vous comprenez? Mais jusque-là, oui. Les tueries continuent. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Il y a la différence... En fait, quand je dis ça, oui. Je veux chuter par une question. Oui. À quoi alors aurait servi ces accords si aujourd'hui les tueries continuent? Je vais dire ceci. Avant la signature des accords, si on tuait par jour 1000 personnes, après la signature des accords, nous sommes à 800. C'est-à-dire on a diminué d'abord. Et nous sommes en train d'évoluer. Les taux de tuerie? Oui, les taux de tuerie ont diminué. Par exemple, je vous donne un cas palpable. Lorsque l'armée rwandaise a envahi la ville d'Uvira, il suffisait tout simplement qu'on puisse parler par les États-Unis, notre allié, par rapport à ces minéraux dont on est en train de parler, pour que l'armée rwandaise fasse marche arrière. Ils se sont retirés d'Uvira, mais oui. Reste sous la prise. Oui, mais ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en une journée que vous pouvez négocier un traité international et l'exécuter le même jour.
Vous devez comprendre qu'il y a la différence entre les textes et ce qui se passe sur le terrain. Les textes, on peut les signer aujourd'hui, mais l'exécution de ces textes-là donne toujours un plan d'exécution. Vous comprenez un peu? Donne toujours un plan. Aujourd'hui, on peut signer les textes, mais on peut les exécuter peut-être 2 jours, 3 jours après, et puis on va voir comment ça va terminer. Et ces textes-là signés nous ont permis aujourd'hui d'obtenir, même au niveau du Conseil de sécurité, une résolution qui donne le mandat offensif à la MONUSCO. Ce qu'on n'avait jamais eu dans ce pays. Vous comprenez un peu ce qu'on n'avait jamais eu. Et aujourd'hui, 2808. Alors, cette résolution, c'est une résolution que nous avons appelée de tous nos voeux pour que la MONUSCO, qui est aussi sur le terrain, puisse intervenir afin de protéger la population civile, là où la police congolaise et l'armée congolaise n'arrivent pas à faire quelque chose. Donc, nous devons être appuyés maintenant par la MONUSCO avec un mandat offensif pour arriver à neutraliser les groupes armés qui sont sur le sol congolais et mettre hors d'état de nuire les armées étrangères qui sont sur notre sol. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ce que nous avons signé là. Et vous ne pouvez pas signer quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas... En fait, ce sont une armée, ce n'est pas quelque chose qu'on peut signer aujourd'hui et la faire retirer aujourd'hui de votre sol. Non. Donc il y a toujours un processus qu'il faut respecter. Il faut respecter. Je vous prends juste au mot. Oui. Parlons de la résolution offensive de la MONUSCO. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la MONUSCO pourra nous donner cette victoire que nous cherchons? Surtout que vous allez vous souvenir à son temps, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait dit que ces rebelles avaient des armes sophistiquées. Alors, donnant le mandat aujourd'hui à la MONUSCO, le mandat offensif à la MONUSCO, est-ce qu'on leur a doté d'un armement qui peut faire face à cette armée, à ces armes sophistiquées dont faisait allusion Antonio Guterres à son époque? Merci beaucoup pour cette question-là. Je vais vous dire ceci, que vous voyez l'Union européenne, actuellement là, l'Union européenne est sécurisée par les États-Unis. L'Europe est sécurisée par les États-Unis. Et les armes utilisées par les FM23, l'armée rwandaise et tout le reste des groupes armés qui sont sur le sol congolais, ce sont des armes qui émanent de l'Union européenne. Et maintenant, nous avons signé les accords de sécurité avec les États-Unis qui sécurisent l'Europe aujourd'hui. Et je vais vous dire, vérifiez ce que je suis en train de dire, et c'est propagé même partout sur les réseaux sociaux, que la plupart des armes utilisées par l'armée rwandaise, ce sont des armes qu'avaient les militaires français au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et partout ailleurs. Lorsque ces armées ont quitté l'Afrique, par rapport à la révolution qui a eu lieu de ce côté-là, toutes ces armes-là ont été transférées à l'armée rwandaise. Ce sont ces armes-là aujourd'hui qui continuent à endeuiller les sols congolais. Et maintenant, nous avons déjà des résultats qui sont palpables, qui démontrent à suffisance que les États-Unis ont la suprématie sur l'espace aérien. Ils ont la suprématie par rapport aux armes sophistiquées qu'ils peuvent utiliser en République démocratique du Congo. Vous avez suivi ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Le Nigeria n'arrive pas à vaincre l'État islamique. Vous comprenez? Mais ce matin, je crois, c'est vers 4 h du matin que les États-Unis ont bombardé les fiefs de l'État islamique au Nigeria. Et ça a donné la joie à tous les Nigériens. Donc, le président américain a dit que s'il ne se retire pas et s'il ne désarme pas, il va les renvoyer en enfer. Vous comprenez? Maintenant que nous sommes là, avec le soutien, nous avons les soutiens. Ce n'est pas que nous mettons les États-Unis en avant-plan, mais nous avons les soutiens des États-Unis et les accords signés aussi, c'est pour que nous puissions être dotés des armements sophistiqués, plus que ce que détient l'armée rwandaise et les M23 qui sont sur le terrain, pour arriver à mettre fin à ces bêtises-là. Vous avez suivi même déjà le coordonnateur de cette aventure commençait déjà à se plaindre que nous sommes surveillés, même notre mouvement est surveillé par des appareils américains. Donc, c'est-à-dire, même s'ils vont dans leur chambre,
les appareils américains nous montrent effectivement qu'il dort là-bas, il est de l'autre côté. Le mouvement des militaires sur terrain est surveillé et les armes utilisées, leur marque, la marque des armes utilisées est bien connue maintenant par les services de renseignement américains. Donc, c'est-à-dire, s'il faut qu'on utilise les armes, on utilisera des armes beaucoup plus sophistiquées. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue, la MONUSCO sera dirigée par un colonel américain. Oui, un colonel américain, mais oui, et même avec un mandat renouvelé d'un oui, an. Est-ce que oui, vous pensez que ça on peut mettre fin à cette aventure dans un mois seulement. Et aussi, ce que vous devez savoir, que même le matériel à utiliser seront financés ou seront donnés par les Américains. Ce sont des Américains qui vont donner leur matériel à ce groupe de 12 000 casques bleus qui seront déployés en appui à l'armée congolaise pour déterminer cette affaire. Et aussi, nous devons aussi savoir une chose. C'est que nous devons aussi savoir. Le secrétaire général n'avait pas dit que l'armée congolaise n'a pas de matériel sophistiqué plus que le M23. C'est la MONUSCO qui n'avait pas le matériel. Parce que l'armée congolaise est placée 8e armée dans le monde. Et en Afrique. Nous sommes 66e au monde, mais nous sommes 8e. Et lorsqu'on nous a placés 8e en Afrique, c'est par rapport au matériel et nombre des éléments que nous avons. C'est-à-dire que si nous voulons nous affronter avec le Rwanda sans l'appui de l'Union européenne, dans 24 heures, le Rwanda ne résistera pas devant l'armée congolaise, nonobstant ce qu'on est en train de nous faire croire toujours, non, trahison et tout ça, c'est une chanson aussi. Oui, apparemment, c'est une chanson. Ça devient aussi une brèche pour déstabiliser. C'est une chanson pour démilitariser ou démobiliser nos militaires qui sont au front. Pour nous faire croire que non, nos militaires ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas résister. Non, je vous dis que nos militaires résistent et ils peuvent faire quelque chose. Parce que, rappelez-vous, en 1996, Mzee Laurent Désiré Kabila n'a mis que 6 mois pour arriver jusqu'à Kinshasa. Mais vous vous rappellerez combien de temps ils ont mis à Bunagana pour arriver à prendre Goma et Bukavu? Ils ont mis 3 ans. Vous comprenez? Ils ont mis 3 ans pour arriver à Bukavu. Donc, si ils ont l'ambition d'arriver à Kinshasa, surtout que c'est déjà impossible parce que Fulgence Muteba a dit déjà a pleuré par rapport à ça. Il a pleuré en disant que non, on a bradé nos minerais pour sauver le régime. C'est-à-dire le régime est déjà sauvé. Vous comprenez? Donc le régime ne peut pas être renversé. Ce qui était son choix. Le choix de Fulgence Muteba, c'était qu'on renverse le régime, mais pas qu'on sauve le pays, mais qu'on renverse le régime par le Rwanda et que le Rwanda continue maintenant à coloniser les Congolais. Mieux vaut que le Congo soit dirigé par le Rwanda que d'être dirigé par un Congolais comme eux. Que devons-nous retenir sur le plan sécuritaire avant de passer sur le volet justice? En une minute, nous devons retenir. Sur le plan sécuritaire, ce que nous devons comprendre, c'est que maintenant, là, la République démocratique du Congo est à même de défendre ses frontières et d'instaurer son autorité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec quoi? Avec notre armée. Avec quoi? Avec les instruments internationaux que nous devons obtenir, entre autres la résolution 2808, ainsi que la résolution 2773, et tout ça. Donc, avec tous ces instruments-là que nous avons, les accords de Doha, les accords de Washington, tout ça, ça nous donne maintenant la possibilité d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et avec ça, je crois que notre armée sera aussi dotée de capacités d'intervention, de capacités d'anticipation pour arriver à sécuriser notre population. Et tout ça, c'est dans un délai proche que ça va se manifester et que notre population va vivre dans la paix. Merci, M. Nani Tchamala. Nous parlons de la justice. Le bilan de la justice en République démocratique du Congo de janvier 2025 au mois de décembre 2025. Est-ce que nous pouvons dire que notre justice a évolué par rapport à ce que disait le chef de l'État, que si son mandat serait entaché peut-être d'huile ou d'une tache noire, ce serait peut-être la mauvaise manière de la gestion de la justice. À ce jour, est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes fiers de la justice congolaise? Bon, dire que nous sommes fiers de la justice en République démocratique du Congo, je serai à marge de la volonté de la population ou du constat fait par
la population congolaise. Oui. Le constat que la population a fait, c'est que la justice congolaise ne fonctionne pas correctement. Le numéro 1, le premier d'entre nous l'a constaté. Il y a aussi même certains animateurs dans ce secteur-là qui ont déjà dénoncé. Il faut suivre seulement le mercurial du procureur général près la Cour de cassation, suivre aussi les discours du premier président de la Cour de cassation, suivre aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la Cour constitutionnelle. Dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils prônent, ils disent toujours qu'il y a un problème au sein de la justice congolaise. Et ce problème-là, il faut le résoudre. Quand il faut résoudre maintenant ce problème, comment il faut le résoudre? Moi, à mon humble avis, je me dis que ce n'est pas le problème d'homme aussi, c'est aussi le problème de texte que nous avons. Vous comprenez? Comment ça? Moi, je me dis que nous avons très mal copié certaines choses. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous comprendrez que nous sommes en train de parler de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais cette démocratie a été mal copiée. Vous allez comprendre aujourd'hui quelqu'un qui passe à la télé, qui commence à insulter les autorités, qui commence à insulter ses collègues, qui commence à insulter certains compatriotes, mais tout ça, il les insulte sous couvert de liberté d'expression. Liberté d'expression. Et là, même la justice est en train d'observer que non, voilà, il y a quelqu'un qui exerce la liberté d'expression. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. Mais si il faut que les choses puissent évoluer ou les choses puissent mieux changer, nous devons nous comporter de la manière que nous vivons. Il faut adopter les textes par rapport à nos réalités à nous. Vous comprenez? Nous devons adopter les textes par rapport à nos réalités. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la plupart de ce qui se passe là, ce sont des infractions que si la justice mettait la main sur ça aujourd'hui, donc on ne pouvait pas avoir l'avancée de cette armée rwandaise comme ils avancent aujourd'hui. Mais vous allez comprendre qu'il y a des journalistes, il y a même des analystes politiques, il y a même des communicateurs des partis politiques qui sont jour et nuit devant les télévisions, les radios, en train de faire l'apologie de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est sous l'œil de la justice congolaise, mais qui n'agit pas. Tout simplement parce que des fois, ils se sentent un peu gênés que non, lorsqu'on va mettre la main sur telle ou sur telle autre personne, on va dire que non, c'est parce qu'il parle contre eux, c'est parce qu'il a critiqué le pouvoir, c'est pas que non. Quand vous dites ça, sans vous prendre vous couper la parole, je vois la récente sortie médiatique de M. Maïs Tchibangu, qui a fait des accusations graves, mais apparemment, il a dit des choses qui touchaient même l'intégrité de la République, mais aucune interpellation. Est-ce que c'est seulement au nom de la liberté d'expression? Mais c'est ce que je suis en train de dire, que tout ça, c'est une faiblesse. Et cette faiblesse-là de la justice doit être bannie. La justice, on doit sentir l'existence de la justice. C'est comme ça que vous avez vu même le passage du ministre Moutamba au niveau de ce ministère-là. Les gens avaient commencé à avoir un peu de l'espoir. Oui. Mais comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? C'est que les gens qui se sentaient un peu gênés dans la manière de voir le Moutamba, parce que lui voulait assez que chaque action qui est contraire à la loi congolaise soit réprimée. Okay. Maintenant, vous trouverez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la violation de la loi congolaise. Et même les animateurs de cette justice-là sont dans la marge de la loi et ils trouvent que nous risquons un jour aussi de payer le prix. C'est comme ça qu'il faut étouffer les actions de Moutamba, il faut étouffer la façon de faire de Moutamba parce qu'on risque de faire croire à la face du monde qu'effectivement on ne fait pas le travail correctement. Donc il faut l'étouffer. Vous comprenez un peu? Mon frère, je vais vous dire par rapport au cas Moutamba, parce que je suis quand même écœuré de constater qu'on a étouffé les actions de la justice. Sur le plan de la justice, c'est quand même un procès qui a fait couler sur le plan de la justice. Oui, sur le plan de la justice, il faut comprendre que Moutamba voulait relever la justice en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il fallait toucher là où ça fait mal. Vous comprenez? Et Moutamba ne luttait pas seulement pour la justice en République démocratique du Congo, mais il était contre un système. Parce qu'il y a déjà un système installé.
Il y a un système installé. Il y a des gens... Peu importe la personne qui peut chapeauter, mais le système est déjà installé. Je prends seulement un exemple. Il y a un ministre de l'économie. Un ministre de l'économie qui a perdu son poste tout simplement parce qu'il a voulu lutter afin que le petit commerce, conformément aux lois congolaises, revienne aux Congolais. Et les communautés ont payé des fonds aux députés pour que ce ministre-là puisse tomber. Vous comprenez? Et depuis que ce ministre-là est tombé, tous ces ministres qui passent à l'économie aujourd'hui, personne ne parle de petits commerces. Il peut le dire comme ça en passant, mais il n'y a aucune action sur le terrain pour que les petits commerces puissent revenir aux Congolais. Vous trouverez tous ces Libanais, tous ces Indiens, des Chinois et tous ces mondes-là. Ils vous vendent même des piments. Oui. Et moi, j'ai vu une Chinoise au palais de justice, qui vend les beignets. Il vend les beignets avec les piments. Oh, je vends les beignets avec les pili-pili, vous allez manger. Il vend et les Congolais achètent. Allez partout, Ngaba, Makala, partout là-bas, Mikonga, partout, vous allez trouver que ce sont des Indiens et des Libanais qui vendent le sac de ciment, un sac de ciment, et qui vendent de fer à béton, qui vendent même des cadenas, des clous, ils vendent les clous de 500 francs, de 300 francs. Maintenant, les Congolais, ils vont faire quoi dans ces domaines-là? Si vous voulez attaquer cet aspect des choses, vous devez partir parce que vous êtes contre les systèmes. Les systèmes, c'est quoi? Et ce qui m'a écœuré, mon frère, j'étais à un parquet. La semaine écoulée, j'étais à un parquet. J'ai vu, moi, de mes propres yeux, j'ai vu les gens des autres communautés venir avec des cadeaux, avec les riz, avec l'huile, des cartons de poulet pour faire des cadeaux. Et les cadeaux, on fait auprès de qui? Les cadeaux là, on fait auprès de qui? On fait auprès de ceux qui sont appelés à protéger la nation au travers de la justice. Au travers de la justice. Mais une fois j'étais au parquet près de la Cour de cassation, et là le procureur général Kabange Numbi était encore procureur général près de la Cour de cassation. Il avait un directeur de cabinet. Je crois que j'ai déjà parlé de cette histoire-là ici. Il avait un directeur de cabinet. Il y a une grande société qui était partie le voir que non, nous sommes venus prendre le nombre de magistrats ici pour amener les vivres qui peuvent vous permettre de fêter les festivités de fin de l'année. Et le directeur de cabinet a répondu, il a dit non. L'État a mis à notre disposition suffisamment de moyens pour nous permettre de mieux fêter les fêtes de fin de l'année. Et j'étais parti avec mon client qui avait une enveloppe. Il lui donne l'enveloppe. Il n'avait pas un dossier là-bas. Le directeur du cabinet lui a dit, je vais te décevoir un peu. Mon client là est vivant, c'est un ambassadeur. Je vais te décevoir un peu. J'ai déjà dit que conformément à notre déontologie et à ma foi, mon Dieu, je ne prendrai aucun cadeau dans ce bureau parce que c'est une corruption morale. Mais est-ce que des gens pareils... Est-ce que vous comprenez? Des gens pareils, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et ce sont des gens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être nommés, ils ne peuvent pas être élevés, ils ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils dérangent les systèmes. Les systèmes, c'est quoi? Fin de l'année, on amène un camion de poulet, voilà, ça c'est pour des avocats, ça c'est pour les magistrats, et ça c'est pour. Le jour que ces gens-là auront des problèmes au niveau du parquet, au niveau des juridictions, est-ce que la justice sera dite correctement? Est-ce que ces gens peuvent avoir peur de la justice auprès de laquelle ils amènent des poulets et des sacs de riz? Ils ne peuvent pas avoir peur de la justice comme ça. Donc, nous devons être sérieux de nous-mêmes. Nous devons changer carrément les choses. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous allez crier, Tshisekedi partira. Mais la justice congolaise restera telle qu'elle est aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est un système déjà créé comme ça. Déjà créé. Tambo Mwamba l'avait dit aussi. Les problèmes de vestes, voitures, villas, tout ça. Donc, vous comprenez que c'est un système qui est déjà installé. Il faut arriver à maintenant déboulonner ces systèmes. Ça, c'est le terme que le président de la République aime bien parler. Donc, il faut déboulonner ces systèmes. Et comment le faire? Il faut commencer par les textes.
Commencer par le texte nous avons moraliser un peu les animateurs. Moutambe est venu avec cette logique qu'il a fait, comment il a encore appelé ça, cette réforme que le Constant Moutamba voulait amener dans le secteur de la justice, mais qui a été critiquée par certains qui exercent cette profession. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, ce système qu'il faudra déboulonner va facilement se faire? Vous savez, quand vous regardez, allez même sur les réseaux sociaux, si vous voyez les personnes qui critiquent plus le système de Moutamba, ce sont des animateurs de la justice. Vous savez que sous Moutamba, on n'envoyait pas de gens en prison n'importe comment. Vous arrêtez quelqu'un aujourd'hui, demain vous l'envoyez en prison. Sous Moutamba. Moutamba disait que la personne qui doit être envoyée en prison, c'est soit la personne qui est condamnée. Okay. Quelqu'un qui n'est pas encore condamné. Aujourd'hui, allez, nous sommes le 26, allez voir en prison de Makala, quand bien même que le ministre actuel a accordé des mesures de grâce à plusieurs prisonniers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'endroit où il faut mettre le pied. C'est plein plus qu'avant même de prendre les mesures. Et tous ces gens qui sont là-bas, ils sont là-bas comment? Il a insulté tel. Bon, moi je me connais avec tel et tout ça. Il va voir. On va l'arrêter le matin. Et à 12h, il sera en prison. Allez aujourd'hui. Allez voir. Maintenant, tous ces gens-là, ils doivent être nourris aux frais de l'État. Sécurisés aux frais de l'État. Quand ils tombent malades, les médicaments qu'on envoie là-bas, c'est l'État qui doit envoyer. Alors que la personne pouvait aller chez lui à la maison, commencer à venir répondre auprès du magistrat. Quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'a pas fait quoi que ce soit, qui n'a pas détourné les fonds de l'État, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il a donné un coup de poing à quelqu'un. Parce qu'il a connu tout simplement la voiture d'un officier ou de qui que ce soit. Et celui-là va fuir le pays pour ne pas réparer la voiture, une panne où le boss de la voiture a 500 ou 300, 200 $. Il va fuir le pays pour ça. Il faut le placer sous mandat d'arrêt provisoire. Et placer sous mandat d'arrêt provisoire à 9h, à 9h15, il est déjà en prison. Bon. Vous trouvez que ce sont des histoires que Moutamba ne voulait pas que les choses se passent de cette façon-là. Et maintenant, ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle liberté provisoire, ceux qui bénéficient de cette liberté provisoire, ils ne voudront pas que Moutamba continue. Parce qu'il y a une liberté provisoire en République démocratique du Congo, se négocie entre $1000 et 2000, 3000, 5000. Ça dépend. Il y a même ceux qui payent. Ça dépend de la gravité des faits. Non, pas de la gravité des faits. Ça ne dépend pas de la gravité des faits. Ça dépend de la personnalité de la personne arrêtée. Ah, okay. Donc, si aujourd'hui c'est quelqu'un qui touche beaucoup plus d'argent, là où même quelqu'un peut payer $50, lui il doit payer 5000. Et c'est bénéfique. Et regardez même les ordonnances là, les mises en liberté provisoire. Vous ne trouverez pas dans une ordonnance de mise en liberté provisoire $500 là-bas. Vous ne trouverez pas. Si vous trouvez plus d'argent, c'est 56 000 francs, 122 000 francs. Et plus, si on donne plus, c'est 200 000 francs congolais. Dans ces ordonnances-là. Mais vous trouverez que le justiciable a donné 5 000, 6 000, 10 000 $. Monsieur Dani Tchabala, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. La télé, c'est le temps. Mais je voulais en 2 minutes, ou 2 minutes ou 3 minutes, que vous puissiez parler de la gouvernance de la chose publique. C'est-à-dire de 2011 et de janvier 2025 jusqu'à ce jour. Souminois 1 a connu le début de l'année, mais en mi-2025, nous avons connu Souminois 2. Est-ce qu'il y a-t-il un changement dans la gestion de la chose publique? En fait, j'ai toujours dit qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est la difficulté d'évaluer les efforts d'un gouvernement. Tout simplement parce que lorsqu'un gouvernement entre en fonction, on ne nous dit pas qu'il a commencé, il a trouvé le pays à tel point. Okay. Il doit ramener ce pays ici qu'il a trouvé au niveau du point A au point B. Vous comprenez? On vient comme ça, on nomme un gouvernement, on nous dit tout c'est bon, voilà, et tout ça, le gouvernement commence le travail. Et lorsque le gouvernement aussi commence le travail, ils ne font même pas l'état des lieux. En faisant l'état des lieux, vous allez dire au peuple que voilà, en entrant en fonction, nous avons trouvé le pays à tel niveau, mais voilà là où nous voulons l'amener. Et c'est comme ça que
lorsqu'on arrive au niveau de 100 jours du gouvernement, on peut savoir qu'est-ce que le gouvernement avait trouvé et qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait dans les 100 jours. Vous comprenez un peu? Maintenant que nous n'avons pas cette habitude, nous ne sommes pas habitués à cet exercice, il est toujours difficile d'évaluer un gouvernement. Mais pour le commun des mortels, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement Soumino a fait un travail remarquable, dans le sens qu'il pleurait toujours beaucoup plus sur leur unité de mesure, c'est quoi? C'est le dollar américain. Il pleurait par rapport au dollar américain qui augmentait, le taux augmentait du jour au jour. On était déjà même au niveau de 30, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le gouvernement Soumino a réussi au moins à ramener le taux de dollar à 23 000. C'est quand même quelque chose qui est remarquable et que tout le monde sent effectivement que le dollar est à 23 000. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de spéculation de gauche à droite. Où vous arrivez dans tel magasin, on peut vous changer les dollars à 25 000, de l'autre côté 26 et tout ça. Non. Aujourd'hui, partout, en République démocratique du Congo, vous trouverez que c'est à 23 000. Effectivement. 23 000 francs. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être remarqué. Entre autres aussi, vous allez comprendre que ce même gouvernement Soumino, qui avait commencé avec un budget de 16 milliards, je crois, aujourd'hui, il nous ramène à 22 milliards. C'est-à-dire une augmentation de 6 milliards. C'est-à-dire que un tiers du budget de 2024-2025 est ajouté maintenant au budget 2026. C'est une avancée. Sur le plan économique, c'est une avancée. Aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des pays dans la sous-région ici sont en train de pleurer par rapport au carburant. Mais la République démocratique du Congo ne connaît pas de rupture de carburant. Nous avons toujours ce même carburant et nous achetons toujours à ce même prix-là. Donc, vous allez comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait. Et sur le plan diplomatique, vous allez comprendre aussi que le gouvernement Soumino a récolté des résultats palpables qui aujourd'hui nous amènent à ce que nous appelons la joie de la victoire sur l'ennemi qui a agressé la République démocratique du Congo. C'est toujours sous le gouvernement Soumino ici. Vous comprenez un peu que c'est un gouvernement qui a des avancées ou qui a montré effectivement des bonnes choses, mais si dans tout ce qu'ils ont fait, il y a aussi des ratés. Ça, il faut le comprendre. Il faut aussi le remarquer, il y a aussi des ratés. Les ratés dans ce gouvernement, c'est par exemple la chute de la ville de Goma, la ville de Bukavu, Vira et les autres. Donc ça, ce sont des ratés. Si on avait mis un peu du sérieux dans tout ça, on ne pouvait pas arriver à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est dans tous les gouvernements du monde, on ne peut pas dire que tout c'est rose et tout ça, tout ça. En dehors de ça aussi, il faut voir aussi l'état de ce que nous sommes en train de vivre dans la ville-province de Kinshasa. Il y a des problèmes, des inondations, il y a des problèmes de salubrité et tout ça, et même l'insécurité aussi par rapport aux Kuluna et les autres. Vous comprendrez un peu qu'il y a des problèmes qui doivent quand même être résolus et que ce gouvernement puisse mettre quand même du sérieux dans ces secteurs-là. Je crois que c'est quelque chose de bien. Nous finirons toujours par avancer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un dernier mot, vous avez 30 secondes. Le dernier mot, c'est de demander à nos populations d'être derrière les institutions de la République, ne pas céder aux paniques et au verbiage de ceux qui parlent de gauche à droite par rapport au bradage des minéraux et tout ça. Mais je dis que cette fois-ci, les minéraux de la République démocratique du Congo profiteront aux Congolais, à tous les Congolais, pas à une certaine classe de personnes ou un groupe d'individus. Qui aujourd'hui, ceux qui parlent de bradage aujourd'hui, c'est ceux qui bénéficiaient de ces minéraux-là, exploités d'une manière illégale. Parce qu'il y a une partie où on arrête, lorsqu'on exploite illégalement, on dit ça c'est pour donner à telle ONG, ça c'est pour donner à telle ONG, ça c'est pour donner à tel groupe d'individus, tel groupe d'individus. Maintenant, on a coupé les souffles et ça sera des minéraux qui profiteront à tous les Congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, Tshisekedi partira, il y aura encore un autre président. Mais si l'élan que nous avons aujourd'hui continue, je vous dis que d'ici 2030, la République démocratique du Congo sera à un autre niveau. Entre autres, je souhaite bonne chance à notre équipe, le Léopard, qui vont affronter l'équipe du Sénégal demain. Je souhaite à ce que tout le monde puisse être mobilisé pour soutenir notre équipe, car c'est parmi les seules choses qui nous réunissent tous ensemble. Et les rebelles, et les opposants, et même les prêtres aussi. Donc tout le monde, nous sommes là. Même si on a bradé, mais du moins on suit le Léopard.
Mais vous savez que les richesses là achètent aussi les varaises et les léopards. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur Dani Chamala, pour avoir répondu à notre invitation. Je pense qu'on aura toujours le temps de partager ces plateaux, surtout que vous avez été disponible durant toute l'année. C'est à nous de vous remercier parce que ce n'est pas facile avec toutes vos occupations, mais quand on vous appelle, vous êtes là, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et bonne année à un frère, lui on l'appelle le mystérieux, c'est José Diabanza. Bonne année, meilleurs vœux à vous. Je vois mon frère et ami Fabrice Akwala. Bonne année à toi, le président Dani, l'habilleur de l'X, Dani Bonongo. Joyeux anniversaire, plutôt heureux années 2026. Il y a Yvon Moussongela, meilleur vœu à toi, mon petit frère Wawi, Alain Wakoso. Bonne année à vous, temple solide toujours, donc bien de bonnes choses à vous et on se retrouve prochainement avec un autre invité, mais souffrez que nous allons toujours faire le bilan de l'année 2025. Au revoir.